Ok, dans la salle, c'est bon également. Bon, eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence et webinaire organisée par le Project Management Institute. Nous remercions le CNAM de nous accueillir, le CNAM Nouvelle-Aquitaine de nous accueillir dans ses locaux. Donc, la conférence va se dérouler en deux parties. Dans une première partie qui durera environ 45 minutes, nos deux conférenciers vont vous présenter leur retour d'expérience sur le sujet de la gestion de projet déclinée dans les petites et moyennes entreprises. Et nous aurons ensuite 15 minutes de questions-réponses. Donc, je vous demande en ligne, s'il vous plaît, de couper les micros et les caméras durant la présentation et nous pourrons remettre ces partages pour la partie de questions-réponses. Voilà pour les modalités techniques. Et, ah oui, deux choses également. Vous pouvez noter vos questions dans le chat. Christine les notera et pourra les partager au moment de la session prévue pour y répondre. Et nous vous informons également que cette session est enregistrée et sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du PMI. Voilà. Donc, on va commencer cette conférence et je vais d'abord vous présenter nos deux conférenciers. Donc, Céline Melin, qui a plus de 10 ans d'expérience en gestion de projet dans des secteurs d'activité très variés, qui est certifié PMI, donc PMP depuis 2016. Et notre deuxième conférencier, Benoît Lagatu, qui a également une longue expérience en gestion de projet, particulièrement dans les secteurs aéronautiques et spatiaux, qui est ingénieur en SMA et qui est certifié PMP depuis 2017. Pour ma part, Delphine Falcoz, je serai votre animatrice de cette conférence en tant que volontaire du PMI Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai évolué également au sein de la gestion de projet depuis plus de 15 ans et je suis certifiée également depuis 2011. Voilà. La conférence va se dérouler en trois parties. Dans la première partie, nous allons vous présenter comment le PMI peut s'adapter aux petites et moyennes structures. Dans la deuxième partie, nous parlerons plus du PMBOK, le fameux guide du PMI, et on vous expliquera comment il peut être décliné pour les plus petits projets. Enfin, nous verrons dans la troisième partie comment la culture projet peut se diffuser au sein d'une entreprise grâce, en fait, à la posture du chef de projet qui est un véritable vecteur d'adaptation et d'adhésion. Commençons donc par la première partie. Souvent, on associe le PMI aux grands groupes, aux grandes entreprises. On voit quelque chose qui fonctionne bien pour des entreprises qui ont des structures très établies, avec des processus de gestion de projet, des équipes en place, etc. Et puis, quand on travaille dans une plus petite structure, on le met de côté, on dit non, non, ça va apporter de la lourdeur, c'est pas pour moi. L'objet de notre première partie, c'est de vous montrer justement que le PMI peut offrir un cadre qui va vous permettre de mieux réaliser vos projets, d'atteindre vos objectifs et donc de contribuer à la croissance de votre activité. Alors, c'est moi qui vais prendre la parole derrière. On va parler du tailoring. Alors, le tailoring, c'est globalement la manière de ramener à l'échelle des concepts qui peuvent être un peu barbares, un peu déjà qui paraissent complexes en tout cas, à une petite structure, une PME. Enfin, ramener, ça vient typiquement du sur-mesure, du prêt-à-porter, du tailleur sur mesure. Alors, le PMBOK, globalement, c'est un recueil qui est assez dense. Hein, je peux le dire un peu plus tard, mais je pense que c'est 600 ou 700 pages. Oui. Ça fait peur. Et en même temps, c'est normal. C'est un guide qui a vocation à être exhaustif, mais qui n'a aucune imposition. Quand on parle de certification au sujet de la gestion de projet, on ne parle pas de la certification du projet lui-même. On parle de la certification du chef de projet. Et ça ne va pas censurer comme pourrait le faire une norme ISO 9001 pour rester dans le management. Ça ne va pas censurer la façon dont on gère les process, mais ça va censurer ça va attester en tout cas
d'une bonne compétence et d'une compréhension des différents enjeux par le chef de projet et de sa maîtrise des concepts clés qui peuvent être détaillés dans le livre. Donc, il faut vraiment le voir comme un guide et comme une trousse à outils, comme toute bonne trousse à outils. Et ben, on pioche dedans, on n'est pas obligé de tout prendre. On prend surtout ce qui est adapté. Typiquement, on ne va pas prendre un marteau si c'est une vis à tourner. Donc, voilà, il faut le voir comme une trousse à outils. Dans ce guide, on a aussi, il n'y a pas de fausses promesses. À aucun moment, le PMI ne recommande en tout cas de gérer il explique d'ailleurs comment on pourrait faire, de gérer des projets de très grande envergure avec peu de moyens. Tout est dans le cadre d'une gestion saine des ressources. On a une grosse partie aussi sur l'éthique du chef de projet. C'est pas de pousser tout le monde au burn-out. C'est pas. La problématique charge versus capacité, c'est quelque chose dont on parle dans le PMBOK et il y a des outils qui permettent d'optimiser tout ça, mais on reste dans une conduite assez saine de la problématique. Après, au niveau des indicateurs, c'est pareil, on a beaucoup vu, surtout avec la norme ISO 9001, le développement d'indicateurs qui n'étaient pas forcément très utiles. Et puis, c'est des indicateurs où souvent on a une personne à plein temps ou pas loin qui est là juste pour mettre à jour ces indicateurs, ce qui représente une valeur ajoutée proche de zéro. Là, on ne va justement pas utiliser d'indicateurs qui ne servent à rien. On va aller chercher les indicateurs les plus utiles, ceux qui sont basés sur l'avancement et puis la gestion des coûts principalement, et qui permettent aussi de comparer les différents projets entre eux. Un avancement d'un projet d'une certaine taille par rapport à un projet d'une autre taille peuvent être comparés pour savoir si tel projet avance mieux en temps, en coût, par rapport à un autre. C'est des outils qui peuvent nous permettre ça, c'est burn value, c'est des outils qui sont aussi détaillés dans le PMI. On a aussi, alors pour finir avec ces indicateurs, l'idée c'est aussi que ces indicateurs puissent générer une réponse qui déclenche en fait un voyant, et que ces indicateurs ne laissent pas des situations perdurer. Tout le plan de mitigation et d'escalade, la réponse en tout cas apportée par ces indicateurs, doit être détaillée, écrite et prévue en tout cas. Donc on va chercher des indicateurs, les essentiels, et puis ceux qui vont déclencher une réponse sans attendre des mois, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, on va reparler aussi des jalons clairs. Les jalons, ça va être à quel moment est-ce que je vais dire que mon travail est fait pour pouvoir le passer à mon collègue. Fait, ça a déjà une définition. Est-ce que c'est j'ai fait mon boulot? Ok, je m'arrête là. Ou est-ce que c'est j'ai fait mon boulot, j'ai vérifié avec le client que c'était bien ce qu'il voulait, j'ai transmis à mon collègue et j'ai notifié certaines personnes qui attendaient de savoir. C'est le concept de faire quelque chose se définit. Ça rentre dans la définition du jalon. C'est quelque chose à clarifier aussi. C'est quelque chose qui sert aussi à déterminer le rôle de chacun. On a un intervenant, un jalon défini, et globalement, on a une meilleure maîtrise à partir du moment où c'est beaucoup plus clair. Pour le rôle, l'idée, c'est pas non plus de faire du micromanagement des gens. On n'est pas là pour aller derrière, valider que tout est fait à la minute près. Mais voilà, on s'appuie sur les compétences des gens. Alors, il y a peut-être aussi des gens qui vont avoir la compétence ou la complexité, mais on va s'adapter à ce combo compétence-complexité pour aller déterminer le management qui va être adéquat en face. On a fait le tour pour le rôle. Le monitoring des interfaces. Alors, c'est aussi quelque chose qui est très détaillé dans le PMBOK. L'idée, c'est que à chaque passage de témoin est porté un certain risque. Je fais mon travail, ok, je passe à mon voisin, mais peut-être que les données que je lui transmets ne vont pas correspondre à son besoin à lui. Et donc, mes données de sortie ne vont pas correspondre aux données d'entrée dont il a besoin. Donc, c'est ces interfaces-là qu'il faut monitorer le plus. C'est plus souvent sur les interfaces qu'on voit des problèmes, plutôt que sur le travail individuel de chacun, sur l'activité individuelle. C'est l'enchaînement des activités qui génère de la complexité et qui génère surtout du risque. Quand on a des données de sortie et des données d'entrée qui sont bien définies et que les mitigations sont possibles en cas de, j'imagine,
une donnée de sortie qui ne sera pas disponible à l'instant T. On peut négocier pour avoir une certaine marge d'hypothèse. Et puis, voilà, on n'a pas le résultat final de l'étude, mais on sait que le résultat va se situer entre telle et telle valeur. Bon, ça permet peut-être à mon collègue de commencer à travailler avec ces valeurs. On maîtrise le risque, et puis quand l'étude finale sort, on peut la comparer aux hypothèses qui ont été prises en amont. C'est un monitoring qu'il faut mettre en place et qui est nécessaire. Parce que si on passe avec des hypothèses, les hypothèses ne sont pas vérifier derrière. C'est peut-être plusieurs activités plus tard qu'on va s'apercevoir du problème. On va aussi regarder le niveau de détail de chaque item. Alors, quand je dis item, on va parler du planning, on va parler de la gestion de coûts, de la gestion de risque, de la maîtrise de la communication. Pour toutes ces disciplines-là, ou les parties prenantes, pour toutes ces disciplines-là, on doit toujours s'adapter aussi à un certain niveau de détail qui va être directement représentatif de la personne, le public à qui on s'adresse. Si on veut du planning, on en parlera en détail un petit peu plus tard, mais on ne va pas faire la même communication planning à un client, un institutionnel ou en interne avec les équipes. Voilà à peu près pour ce que j'avais à dire sur cette slide. Bien, ben, vous l'avez compris, il y a beaucoup de notions à connaître dans le PMBOK. Donc, le PMBOK offre un cadre. On va étudier ce cadre et pour passer la démarche de certification, on va devoir passer un examen, donc bien comprendre l'ensemble du cadre. Ça va passer par une phase d'étude. Et l'intérêt pour une petite structure, c'est que souvent, cette étude-là, on va la faire avec d'autres organismes. Moi, j'ai travaillé avec des ingénieurs, chefs de projet d'autres sociétés. On a travaillé ensemble pour apprendre le PMBOK. On s'est enrichis les uns les autres. On est resté en contact après la formation, pour la préparation jusqu'à la certification. Ça a permis aussi de partager nos expériences et de partager notre compréhension du PMBOK. Et puis ensuite, lors de l'examen, des questions auxquelles on doit répondre pour répondre à l'examen. Ce que va nous apporter la démarche de certification dans cette étape de travail, d'apprentissage, qui est quand même quelque chose d'assez complexe, c'est au bout d'un certain temps, on va commencer à avoir des réflexes. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'un projet, ça a un début, un milieu, une fin, que si on veut avoir les choses sous contrôle, eh ben, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Et ça va permettre d'avoir une méthode de travail, une capacité d'interrogation sur l'état du projet qui va permettre de gérer correctement le projet. Et une fois qu'on est certifié, c'est la page suivante. Donc la première chose, c'est que être certifié, être membre du PMI, donc c'est avoir accès à une immense bibliothèque d'outils avec des formats qui sont déjà mis en place, des plans d'action, des analyses de risque, des formulaires qui ont déjà été utilisés, alors qui ne sont pas forcément exactement ce que vous aurez besoin, qui seront peut-être en anglais aussi, parce que le PMI, il y a beaucoup de documentation en anglais, mais qui permettront de mettre en place les outils qui vont vous convenir. Le fait d'être certifié aussi, ça vous apporte quelque part un diplôme de plus, une reconnaissance de plus. Vous êtes dans une petite structure, vous avez parfois des clients qui sont dans des très grosses entreprises, qui savent mieux que vous parfois ce que c'est que certification PMI ou PMP, et qui vous regardez d'un autre œil à partir du moment où vous êtes certifié PMP. Et les premiers qui m'ont félicité quand j'ai mis sur LinkedIn que j'étais certifié, c'était mes clients américains, les gens d'une grosse entreprise de l'aérospatiale, et ma directrice américaine. C'est les deux premiers qui m'ont félicité. Donc, étant dans une petite structure à Poitiers, j'ai quand même obtenu une certaine crédibilité par rapport à mon métier de chef de projet. Ça va aussi apporter en interne dans l'entreprise une connaissance. Le fait d'être chef de projet certifié, on n'est pas tous certifiés dans l'entreprise, ça a une reconnaissance en termes de savoir-faire, en termes aussi de savoir-être, être un chef de projet qui a passé toute l'étape de certification, donc qui a appris les outils, qui a appris les réflexes du PMI. Et ça apporte une certaine reconnaissance qui n'est pas forcément directement liée à une promotion ou à une reconnaissance pécuniaire, mais une certaine reconnaissance d'une stature de chef de projet. Et puis, on va acquérir aussi une culture projet, et le chef de projet qui a été certifié va infuser cette culture projet dans les équipes. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en place des outils avec les équipes, donc les gens avec qui je travaille ne sont pas tous certifiés, mais je mets en place des outils, je leur explique à quoi ça va servir,
des versions un petit peu simplifiées du PMBOK, pour faire rentrer cette culture projet dans l'entreprise et essayer d'amener l'ensemble des équipes vers une culture projet, vers un fonctionnement le plus, euh, le plus souple possible et le plus efficace possible. Et puis on va apporter aussi un jargon commun, c'est un truc qui est, amusant parce que quand on est sur un projet, qu'on développe une équipe projet, on va développer des rituels du projet, on va développer des abréviations, des acronymes. Alors dans l'aérospatial, on adore les acronymes, j'en ai des pages et des pages, mais on va se créer entre guillemets, une complicité, un jargon commun qui va quelque part unifier l'équipe autour d'un domaine particulier, d'un projet particulier, d'une étape particulière, d'un plus gros projet, mais ça nous donne un sentiment supplémentaire d'appartenance à une équipe. Parce que de toute façon, le chef de projet a pour vocation d'animer son équipe, de la faire grandir, de la faire fonctionner, et tout ça, ça passe par plein d'outils qu'on apprend dans la certification PMI. Alors, le PMBOK, le fameux guide du PMI, a des centaines de pages et peut faire peur. Et souvent, la question que j'entends et qui revient le plus régulièrement, c'est « mais dois-je tout faire ?» Est-ce que vous pensez qu'un projet peut se passer d'un planning, d'une analyse de risque, d'une analyse des parties prenantes ou d'un plan de communication? La réponse est clairement non. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le PMBOK comme une énorme boîte à outils, une caisse à outils, où vous auriez plein d'outils et dans lesquels vous allez piocher les outils qui sont juste nécessaires à la réalisation de votre projet et qui vont être, du coup, un facteur clé de succès pour vos projets. Donc, je vais laisser Céline nous parler de son expérience sur la planification. Alors, on parlait de tailoring tout à l'heure. Je vais repartir d'un axe de la gestion de projet, qui est le planning. Alors, le planning, c'est le premier document sur lequel on s'attelle quand on commence un projet. Je vais vous partager avec vous que le planning, d'abord, c'est un métier. C'est un métier qui est super intéressant parce que du coup, on voit beaucoup de choses, on travaille avec tout le monde. C'est un métier avec plusieurs écoles. Quand on commence à parler de planification, on va avoir des gens qui commencent à faire des pertes, des gantes. On va parler aussi de chaîne critique, des gens qui vont vouloir faire de l'agile. Voilà, plein de méthodes. OK, ça marche bien. L'idée générale, c'est quand même d'aller d'un point A à un point B, et puis de maîtriser à peu près ce qui se passe entre les deux. On a effectivement des outils, bien sûr, des outils plus lourds, plus légers, plus digitaux, moins digitaux. Voilà. Ça peut aller de solutions Oracle, je pense à Primavera, quelque chose assez très dense et très rigoureux, admettons. Ça peut être des formes un peu plus agiles, plus ludiques aussi, plus de couleurs, un peu sympathique. L'idée est toujours la même. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte un outil plutôt qu'un autre, parce qu'il va bien falloir que tout le monde travaille sur la même chose d'un bout à l'autre du projet, mais pour autant, on peut aussi utiliser des méthodes un petit peu hybrides, considérer qu'on fait un bout de planning en waterfall, voilà, un cycle classique de redondance, et puis les parties R&D. Souvent, maintenant, on embarque la R&D qui vont se faire en mode agile. Dans tous les cas, il va y avoir des phases de raffinage du planning, parce que même quand on est sur des phases, enfin même quand on est sur des méthodes traditionnelles, comme je disais, de perte de gantes, l'idée, ça va quand même être de se dire, je ne vais pas commencer à faire le planning détaillé, en tout cas des maçons. Si les plans de la maison ne sont pas encore prêts, ça ne sert strictement à rien. C'est du temps perdu en amont. Potentiellement, on va faire tout reprendre une fois qu'on aura les plans et une fois qu'on saura mieux où est-ce qu'on va. Donc, le planning, c'est un document qu'on va retravailler régulièrement. C'est pour ça qu'on peut proposer cette phase d'hybridation entre une définition au lieu, à haute vue, un petit peu la vue prédictive qu'on va voir sur mon schéma, où voilà, on sait où on va. On y va tout droit en linéarisant un petit peu, et puis sur la fin, on va mettre un dernier coup de volant pour atterrir exactement où on veut. Ou à l'opposé, on va avoir des méthodes agiles où on va vraiment, pour le coup, adapter l'effort fourni par la gestion de projet, enfin par l'équipe projet, l'adapter vraiment au terrain.
pouvoir réagir à chaque fois qu'on voit un pic de montagne, une difficulté ou un gros jalon à passer. Voilà, entre les deux, on peut faire un peu notre vie en prenant des méthodologies hybrides, hein, hybridation qu'on souhaite totalement. Peut-être que là, là, ça va être de dire, bah, je navigue à vue jusqu'au prochain jalon, et puis du prochain jalon à celui d'après, ben, on recap, et puis celui d'après, on fera pareil. À la fin, les méthodes arrivent simplement qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes coûts engendrés. Une équipe agile va peut-être être, pour le coup, dimensionnée optimale. Une équipe prédictive va être plus dans la linéarité, mais par contre, forcément, ça peut être plus de coûts aussi. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir des gens qui vont être par moments moins occupés ou pas occupés du tout. Alors que voilà, en agile, on sait que par définition, c'est d'occuper tout le monde et que tout le monde est une activité, on fait des sprints, c'est quelque chose de voilà, beaucoup plus dynamique. À chaque fois, et pour toutes ces méthodes, y compris l'hybride, on va aussi s'adapter au niveau de maîtrise des acteurs. On ne va pas faire des plannings ultra détaillés pour expliquer à des ingénieurs comment changer de rôle. Ça ne sert à rien. On va s'adapter aussi au niveau de complexité. Alors, la complexité, à la définition du PMI, c'est soit le nombre de parties prenantes. On est d'accord que plus on est nombreux, c'est une bagarre. Sur un chantier, si on a 50 intervenants dans la même pièce, il y a des chances qu'on marche dessus. C'est normal. Est-ce qu'on va s'adapter, est-ce qu'on va s'intégrer dans un système complexe? Alors, on peut être dans la biochimie et finalement avoir un système qui est globalement simple parce que s'intégrant dans un système qui est complexe par la définition de ce qu'on y fait, mais globalement, des opérations plutôt simples à décrire. On peut faire par exemple des petits projets pour le coup de téléphonie où là, par contre, ça va être beaucoup plus complexe parce qu'on va faire appel à différents prestataires, à des systèmes qui interagissent entre eux et sur lesquels on ne va pas pouvoir se greffer correctement comme ça, aussi facilement que prévu. Est-ce qu'on maîtrise la technologie aussi? Maintenant, on a quand même de plus en plus de projets et c'est maintenant l'avenir, c'est d'embarquer de la R&D dans les projets. On fait maintenant rarement, je n'ai pas encore vu beaucoup finalement, de projets où on va construire typiquement ce qu'on fait depuis 20 ans chez des clients qu'on connaît par cœur. Là, du coup, c'est plus du projet, enfin, c'est des opérations, c'est de la production de chaîne, mais là, non, on va avoir des projets où il va falloir innover quelque chose, il va falloir peut-être adapter quelque chose, ou on refait du sur-mesure pour notre client et par rapport à son besoin réel. Et puis, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est le niveau d'incertitude. Quand on planifie, et surtout en début de projet, on va prendre des hypothèses. Ces hypothèses, on se sera amusé à les documenter. Je suis bien amusée dans la gestion de risque. Ces hypothèses, elles peuvent tout simplement nous claquer dans les doigts au fur et à mesure de l'avancée du projet. Alors, l'hypothèse de base, ça va être que tout le personnel va être disponible. Pas de bol, il y en a une personne clé qui se casse la jambe. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir revoir le planning et on recommence. Ça va être de se dire, le terrain sur lequel on construit, on aurait le permis. Ouais, sauf que là, le permis, on l'a pas eu. Et tous ces impondérables-là, ces hypothèses sur lesquelles on est tout bâti, peuvent se confirmer, et c'est souvent le cas, la chance qu'on a quand même, c'est que tout ne se passe pas mal, mais c'est quand même très rare qu'un projet se passe exactement comme on me l'avait prévu dès le départ. Donc, ouais, j'ai fait les 3 premiers points déjà, et vous voyez en quoi c'est un métier, sa planification. Mais un métier passionnant, c'est vraiment la porte d'entrée de la gestion de projet, et ça permet de voir beaucoup de choses. À ça, on va aussi réfléchir. Alors maintenant qu'on a mesuré un petit peu l'étendue du travail, on va aussi regarder à qui on s'adresse. Si on s'adresse au client, peut-être que le bon niveau de planning pour notre client final, c'est simplement 3 jalons, avec en face un petit smiley vert pour dire c'est bon, on va atteindre la date. Ça se trouve, ça va lui suffire. À notre direction, ils vont peut-être vouloir les mêmes jalons, mais cette fois, le petit smiley va dire si on plus, on est dans le budget, est-ce qu'on est toujours dans l'enveloppe budgétaire? Même planning, mais pas tout à fait la même communication derrière. Puis, on parlait de compta. Hop, la compta, elle va peut-être vouloir un état de trésorerie, rubrique par rubrique et à la maille mensuelle. On peut le sortir de quelqu'un, sans problème. Et à l'inverse, toujours en rentrant dans le niveau de détail, la QA, le service qualité, va peut-être avoir besoin, lui,
d'un planning équipement par équipement de tous les équipements qu'il va falloir inspecter et sur lesquels il va falloir qu'ils donnent leur feu vert pour l'expédition. Là, ça va être un planning beaucoup plus détaillé. Il faut absolument, on parle d'interfaçage des données juste après, mais il va falloir que ces données, elles communiquent. Alors, dans les PME, ça veut dire pas forcément être développé. Maintenant, tout est... On peut faire beaucoup de choses avec des outils qui sont communicants. Mais ça va être de se dire, on part toujours du planning, mais alors, quand on va bouger une activité, eh bien, automatiquement, si cette activité impacte un équipement, le service QA va recevoir un mail qui va nous dire bah, l'équipement sera prêt peut-être un peu plus tôt ou au contraire, pas la peine de prendre les billets, l'équipement va être en retard et de combien. Ça permet de communiquer. La compta, c'est pareil. La compta sera super heureuse de recevoir un fichier plat qu'elle pourra intégrer directement dans Sage avec la trésorerie, rubrique par rubrique, compte comptable par compte comptable, si elle l'a défini en amont. La direction adore ce qu'on appelle maintenant la business intelligence. On peut faire un Power BI, d'autres outils de Microsoft ou les autres, avec des indicateurs qui vont être basés sur le planning et sur les coûts. Donc, on va faire des Power BI avec de l'earned value. Là, je ne connais pas une direction qui n'aimerait pas ce genre d'indicateur. Et puis, le client, c'est pareil. Le client, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer une après-midi à refaire des slides pour le prochain comité de projet avec ces petits smileys qu'on va s'amuser à faire d'un PowerPoint? Pas persuadé. Voilà, donc il faut vraiment, et c'est une réflexion à amener, et pour que le PMBOK puisse infuser correctement dans les petites et moyennes entreprises, eh bien, il va falloir penser toute cette automatisation, parce que c'est du temps que les PME n'ont pas forcément, temps de gestion de projet, et puis c'est du temps qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, il mieux prévoir ça en amont qu'au quotidien. L'idée à la fin, c'est que le temps qu'on va passer, qu'on ne passera pas en tout cas, à générer ces duplications de planning et cette adaptation de parties prenantes, elle va permettre au chef de projet de prendre de la hauteur de vue et puis de faire autre chose, de faire de la chefferie de projet pour le coup. Ça, c'est mon collègue qui va vous en parler un peu plus sur le rôle du chef de projet. C'est bon pour vous? Merci, Céline. Alors, comment déployer ces bonnes pratiques au sein de l'entreprise? Qui va être en fait la personne qui va diffuser cette culture projet? Qui va conduire le changement? Le chef de projet, par sa posture, va être le vecteur d'adaptation et d'adhésion. Mais Benoît va nous en parler beaucoup mieux. Oui, alors pour définir le chef de projet, c'est celui qui se balade dans le projet avec sa burette à huile et qui va un peu partout graisser les mécanismes. Parce que le chef de projet est aussi responsable d'utiliser tous les outils qu'il a acquis dans sa certification pour faciliter la vie de son équipe. Pour faire ça, il faut déjà qu'il connaisse son équipe. Il faut qu'il connaisse la façon dont les gens travaillent, de ce dont ils ont besoin, donc il faut qu'ils s'inquiètent de leur confort de travail, qu'ils organisent le travail du projet, en gros qu'ils traduisent la demande du client et du sponsor du projet en quelque chose que l'équipe va non seulement comprendre, mais à laquelle elle va adhérer et sur lequel elle va travailler. Pour ça, il faut déjà que le chef de projet, en plus d'être un bon connaisseur du PMBOK, connaisse les produits, connaisse les procédures de l'entreprise, sache comment ça marche en fait, et connaisse un peu tout le monde, connaisse la structure de l'entreprise, et soit capable d'aller voir des gens. Donc, par exemple, à l'époque où j'avais beaucoup de projets en parallèle de batterie, je passais tous les matins en atelier, je faisais tous les services pour aller voir un peu tout le monde, pour savoir si tout se passait bien, si les instructions avaient bien été transmises, et si il n'y a pas un petit souci, quelque chose qui pouvait gêner le projet. Ça me permettait d'avoir une connaissance et une confiance dans les équipes, c'est-à-dire moi j'avais une transparence par rapport aux équipes en leur expliquant ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire. Et parfois il y avait des changements dans le projet, donc il fallait leur expliquer pourquoi on changeait. Et en échange de ça, je demandais aux équipes d'avoir une transparence complète sur ce qui se passe. S'il y a la moindre difficulté, que ce soit une difficulté parce qu'on s'est trompé, on a fait une erreur, on a cassé une vis, ou parce qu'il y a un petit conflit entre deux services qui se marchent un peu sur les pieds, je devais être au courant.
et je devais intervenir. Et c'est ça le rôle du chef de projet, quand je parle de Burette à Ville, c'est de s'assurer que toute cette mécanique avec des gens qui travaillent ensemble, qui normalement ont un but commun, mais ont parfois des intérêts un petit peu divergents, bah, que tout ça fonctionne ensemble pour atteindre l'objectif. Ça veut dire aussi que le chef de projet a un rôle un peu de calmant ou de dédramatiseur. J'avais tout, pendant très longtemps, j'ai eu au-dessus de la porte de mon bureau et tout, il est marqué pas de panique. Parce que le chef de projet, il n'a pas le droit de paniquer. L'équipe peut être en difficulté, l'équipe peut être en galère. Ok, bah, le chef de projet est là pour dire ok, on va se calmer. Ok, bon, on a tout pété, tout est à refaire. Bon, bah, comment on fait? On se remet en selle et on repart. Il y a une scène que j'aime bien citer du film Apollo 13, où il y a un moment, il y a un énième problème, et là tout le monde panique. Et c'est une scène qui est prise est réelle. Et là, le directeur de vol vire tout le monde, tous ceux qui ne sont pas indispensables, prend son équipe rapprochée, l'emmène dans une salle de réunion, les met face au tableau et leur dit voilà, on n'a jamais perdu un astronaute en orbite dans l'espace, et c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Et ça calme tout le monde. Et ils repartent, et tout le monde reprend son travail pour trouver des solutions, et finalement, ils arrivent à ramener les astronautes. C'est un peu le rôle du chef de projet, alors c'est un petit peu pompeux quand on le dit comme ça. Dans la réalité, c'est un petit peu plus prosaïque, mais en tant que chef de projet, on est surtout là pour s'assurer que l'équipe travaille dans de bonnes conditions et que s'il y a des difficultés, eh ben, elles sont affrontées par l'ensemble de l'équipe, elles sont paniées et elles sont partagées par l'équipe. Ce qui est important aussi pour un chef de projet, de tout dédramatiser, c'est aussi de faciliter la résolution des problèmes. Le chef de projet n'est pas là pour trouver la solution. Surtout pas. Ne me demandez pas de dimensionner une batterie. Je sais comment ça marche, mais ce n'est pas mon rôle. Je ferai sûrement plein de bêtises. Par contre, je sais qui aller voir, je sais qui consulter, je sais qui mettre en rapport pour qu'on trouve la solution. Donc, il y a beaucoup d'humains dans la gestion de projet, énormément. On a des outils qui nous sont donnés par le PMBOK et tout ce qui va autour, mais il y a une interface entre ces outils et la réalité du terrain, et cette interface-là, c'est le chef de projet. Donc, il va organiser l'équipe, il va aider les gens à travailler ensemble. Quand les choses se passent bien, il va les valoriser. Et quand les choses ne se passent pas bien, bah, ça ne sert pas à grand-chose d'aller accabler la personne qui a fait une erreur. C'est plutôt aller l'aider à trouver une solution pour réparer son erreur. C'est pour ça que je parle de tact. Les gens, par expérience, les gens qui ont fait des erreurs dans mes équipes, bah, ils s'en voulaient plus encore que ce que j'aurais à dire comme reproche. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et puis donc, le chef de projet, il doit garantir tout au long du projet, pas seulement au début, tout au long du projet, l'adhésion à l'objectif. C'est-à-dire que du début du projet, où on a quelque chose qui est clair en vue et qui va évoluer petit à petit, ou peut-être brutalement parfois, il faut que le chef de projet maintienne l'adhésion de l'équipe et que l'équipe reste toujours consciente de pourquoi elle est là, ce qu'elle a à faire et jusqu'où elle doit aller. Voilà pour ces quelques mots. Benoît nous expliquait que le chef de projet doit mettre de l'huile dans les rouages. Ceci commence dès la réunion du kick-off, la fameuse réunion de lancement qui se déroule au début du projet et qui va permettre de gagner l'adhésion, l'engagement des équipes. Écoutons le retour de l'expérience de Céline. Alors le kick-off, bah, c'est la réunion de lancement en français et plutôt interne. Je ne vais pas vous parler de la réunion de lancement avec le client. Alors, en général, la réunion de lancement avec le client, c'est là où on va reprendre un petit peu son besoin et on va lui dire oui, monsieur le client, on a bien compris votre besoin et voilà comment on va s'organiser pour l'atteindre. C'est plus un exercice de communication qu'un kick-off tel que celui dont je vais vous parler. Celui que je vais vous parler, ça va être le kick-off interne. Donc l'idée générale, c'est de réunir dans la même pièce l'équipe projet avec un chef de projet. Et ça, c'est assez classique. On va essayer de les emmener, de leur montrer en tout cas où est l'objectif et définir comment y arriver. Donc, on commence par expliquer qui est le client. On va donner des éléments de contexte aussi. Le client a besoin de monter une nouvelle usine. OK, super. Non, il a besoin de monter une usine, mais pourquoi faire? Donc, la manière dont on va analyser son besoin
va aussi permettre de mieux faire le projet lui-même, puisqu'on va connaître exactement la finalité de ce qu'on fait. On va mobiliser les gens vers un objectif. Alors, il faut expliquer autant le concept, le contexte, les spécifications techniques, tout ce que le client a pu nous remettre. On va aller chercher aussi toutes les singularités. Qu'est-ce qui fait que ce projet-là est différent d'un autre? Surtout pour une société qui fait globalement plutôt toujours un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que c'est un projet différent? Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau client? Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau marché? On va peut-être essayer une nouvelle méthode ou un nouveau produit qu'on va adapter. Donc il y a toujours une singularité. C'est hautement improbable de trouver un projet où on fait exactement la même chose. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un nouveau projet, c'est pas quelque chose de nouveau. Au sortir de cette... alors, on va revenir quand même. On met autour de la table des gens de l'équipe projet. Alors, certaines équipes projet travaillent ensemble depuis des années, se connaissent par cœur. C'est très bien. C'est pas souvent le cas. On a souvent des équipes projet. Alors, soit c'est des gens qui sont collègues, mais qui sont vus de loin, qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. C'est dans tous les cas un chef de projet, pas forcément aussi. Il y a tout un rôle où la réunion de lancement va avoir un rôle de fédérateur. Donc c'est là qu'on va commencer à parler de faire équipe. Au sortir de cette réunion, il ne doit pas y avoir de questions qui n'ont pas eu de réponse. Alors, oui, le chef de projet, au début de la réunion, il est un peu le seul à connaître vraiment le projet. À la fin, il faudrait que tout le monde ait connaissance de ce qui se passe, mais autour de la table, on va quand même avoir des experts, des gens, des sachants. Le chef de projet, il ne sait pas tout. Voilà, il va exposer ce qu'il a compris, en tout cas, du projet. Et les experts autour de la table vont pouvoir lever la main et puis peut-être lever des lièvres, trouver des choses qu'on a peut-être mal définies au début ou des choses sur lesquelles il faudra attirer l'attention précise de l'équipe parce que sur un projet précédent, ça a posé problème. Parce que, voilà, par définition, ce n'est pas forcément suffisamment défini pour qu'on puisse travailler dans l'état. Donc, on va faire une liste, une punch list, comme on peut l'appeler, où ça va être globalement la liste de toutes les questions qui n'auront pas eu de réponse, avec une échéance en face. Alors, l'échéance, ce n'est pas forcément pour demain. Hein. L'équipe de projet a peut-être un certain délai avant d'avoir besoin de l'information, mais elle aura toujours un responsable. Un responsable, souvent le chef de projet ou le commercial qui a vendu le projet. Et ça va être d'aller chercher la réponse auprès d'une autre équipe, peut-être, ou auprès du client directement, ou peut-être auprès d'institutionnels. C'est quoi? Ça dépendra des questions. Mais dans tous les cas, pas de questions qui restent sans réponse. On va passer juste sur la slide d'après. Je voulais vous montrer Alors ça, c'est le résumé un petit peu, le plan détaillé de ce que doit contenir une réunion de lancement. Alors, bon, ouais, elle sera disponible, vous la trouvez facilement aussi sur Internet. On va reparler donc, des objectifs du projet, le besoin, comme je vous disais tout à l'heure, le contexte. Alors, appuyons sur le contexte aussi. On est tous dans une quête philosophique de sens à ce qu'on fait. C'est important de donner des éléments de contexte. Le client, peut-être que son besoin-là, il émane d'un problème qu'il a vu ou de données environnementales qui changent. J'ai souvenir d'un projet, moi, en 2016, sur lequel j'ai embarqué, la réunion de lancement. Donc, c'était un projet en Angleterre. Et pendant la réunion de lancement, on ne s'était pas spécialement étonné, mais bon, si, un peu quand même. On avait vu qu'il y avait beaucoup de spécifications techniques liées au système d'incendie. Bon, il est pointilleux sur l'incendie. Mais non, en fait, c'est pas tant qu'il est pointilleux, c'est que depuis l'incendie de Londres, on parle du XVIIe siècle, toute l'Angleterre est traumatisée par l'incendie. Et donc, c'est pour ça qu'on avait ces normes d'incendie. C'est pas une spécification technique de ce client-là. C'est quelque chose de plus large. Et bon, c'est pas grand-chose, mais ça fédère un petit peu aussi de savoir pourquoi et comment on en est arrivé là. Il faut toujours aller chercher le maximum de contexte. On va aussi regarder le périmètre. Alors, le périmètre, c'est hyper important parce que sur un projet, c'est très souvent. Alors, on va avoir peut-être par moment la tendance à vouloir faire tout le projet, voire des fois un peu plus. Alors, ça, c'est à géométrie un petit peu dangereuse. Oui, c'est toujours bien de proposer des choses que le client n'a pas demandé. Il ne faut pas que ce soit au détriment de quelque chose qu'il a demandé. Et puis, toujours la direction, on viendra nous voir si c'est quelque chose qui n'a pas été chiffré. Donc, le périmètre, ça va être hyper important. Si le client a payé pour une étude, il va payer pour son étude. Il ne va pas payer pour l'étude et la mise en place.
l'équipe projet dont on a conscience. On va aussi regarder et étudier tout ce qui va être risque du projet. Alors, par les risques, on entend souvent les risques négatifs, tout ce qui va être une menace sur le projet. Peut-être qu'on a un contexte international difficile, les crises sanitaires, tout ce qui pourrait être un risque, alors on va dire envisageable à l'origine, pas forcément des éléments impondérables. Mais on regarde moins les opportunités. Les opportunités, elles sont tout aussi importantes, même si elles ne sont pas forcément hyper faciles à évaluer. Mais on va mesurer l'opportunité de développer ce nouveau produit ou de tester cette nouvelle idée chez un client. On va développer la possibilité de faire grandir l'entreprise via le fait que chacun de ses membres développe une nouvelle compétence. Il y a plein d'opportunités qui sont, alors, pas forcément hyper évident de les avoir dès le départ, mais si on peut lister les premières, ce sera déjà quelque chose. On fait la photo à l'instant T à la réunion de lancement, il sera toujours temps de la comparer à la réunion de clôture après. Et en fin de cette réunion, eh bien, on va repartir aussi avec les documents de base du projet. Ça va être la composition de l'équipe projet, la définition des rôles, et de qui fait quoi exactement, des interfaces principales, le mode de fonctionnement. Est-ce qu'on va faire des comités de pilotage hebdomadaires ou mensuels? On va aussi pouvoir diffuser un premier planning, le planning initial, et puis le budget, et puis les documents qui vont bien, plan de com, le plan de maîtrise de risque, le plan de maîtrise de la qualité, tous les plans de maîtrise qui puissent exister, ils seront forcément annexés. Alors, ce document-là, selon la définition du PMI, il propose en fait qu'on puisse lister tout ça. Il n'impose absolument pas que ce soit dans un document Word qui fasse 512 pages et qui soit disponible uniquement sous format papier dans un gros classeur. N'hésitez pas à faire un SharePoint, à faire voilà, des versions plus digitales, pouvoir appuyer toutes les annexes, les avoir en version sur PowerPoint, SharePoint, je ne sais quoi, de manière à pouvoir aussi voir les montées de version successives. Soyons souples et agiles, comme c'est la mode. Si on peut revenir à la slide du coup, juste avant. Voilà, on était donc aux questions sans réponse, on essaye de plus en garder. On va donc faire équipe. Alors c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire du team building, c'est l'occasion. Il faut que les gens de cette équipe projet aient un sentiment d'appartenance à cette équipe projet. Alors ça peut être via la diffusion d'un t-shirt, ok, super. Moi je me souviens, ce projet anglais, on avait reçu des petits mugs aux couleurs de l'Angleterre, c'était plutôt sympathique. Et puis voilà, on se dit, bah voilà, ça fait un petit souvenir, un petit quelque chose. Impliquer le service com des sociétés, c'est des gens qui adorent qu'on les sollicite parce que souvent on les oublie ou on les cantonne au pot de départ et au pot d'arrivée. Au changement de logo une fois de temps en temps. Impliquer la com, il se fera un plaisir de suivre votre équipe projet, de faire un petit peu de com interne pour que les gens qui sont dans l'équipe projet soient contents d'en faire partie. Et puis ceux qui n'y sont pas, et ben quelque part ils se disent mais ça aurait été cool et puis le prochain projet on va bien faire avec ce chef de projet là. C'est un petit peu la com du chef de projet. Et alors le dernier point sur ma slide, ça va être ce dont on parlait tout à l'heure mon collègue. Ça va être de grandir et de faire grandir son équipe. Alors ça demande de passer du temps, ça demande de s'impliquer, mais c'est nécessaire, ça demande beaucoup de bienveillance. Et c'est là qu'on voit la différence entre le bon chef de projet et le mauvais chef de projet, un peu comme le bon et le mauvais chasseur des inconnus. C'est là qu'on va voir qu'on a quelqu'un qui a un certain leadership et qui l'assume. Et c'est comme ça qu'on peut faire de la gestion de projet et qu'on va amener cette bienveillance, cette huile dans les rouages au sein des petites entreprises. Ça doit passer par ce lien, cet humain dont on a finalement tous besoin. On a vu le début du projet et maintenant on va regarder la fin du projet, puisque l'objectif c'est aussi de capitaliser sur les acquis du projet, de s'assurer que la culture projet va se diffuser au sein de l'entreprise pour que les prochains projets puissent bénéficier de toutes ces bonnes pratiques, de tout ce savoir qui a été mis en œuvre sur ce premier projet. Donc Benoît va nous parler de la clôture du projet, étape très souvent négligée dans les entreprises et pourtant bien nécessaire. Un projet, ça a un début, mais ça a une fin. C'est dans la définition du projet lui-même. Et
Cette fin, elle est souvent un peu zappée parce que quand on arrive au projet, qu'on a livré ce qu'on devait livrer, et ben les équipes ont déjà été réaffectées ailleurs, le chef de projet a déjà reçu l'autre projet, et voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important pour le chef de projet, bien clore son projet. Et souvent, ça prend juste la forme d'une petite réunion plus ou moins informelle, où on applique plus ou moins les outils du PMBOK, ou même simplement un simple compte-rendu de réunion. On fait le point, on prend une demi-heure, on arrête de courir partout, on se souvient sur quoi on partait, qu'est-ce qu'on devait faire, c'était quoi le but à l'origine du projet, qu'est-ce qu'on a fait réellement, et des fois il y a des différences assez notables entre l'un et l'autre, mais il y a des raisons. Donc comment est-ce qu'on est partant de telle activité, on est arrivé à telle autre activité. Et là, il y a l'étape très importante qui est de faire le point sur ce qui s'est bien passé, les points forts. Qu'est-ce que l'équipe a bien fait? Qu'est-ce qui a bien marché ce coup-ci? Et que du coup, ben, il faut le reproduire. Et est-ce que telle procédure, ben, on l'a un peu mal passée parce qu'on a trouvé une solution plus rapide. Et ben, cette procédure qu'on avait passée, on l'a fait évoluer et désormais, ben, elle applique la solution plus rapide. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles ont été les conséquences? Il faut voir, parfois, on a des idées géniales qui nous font économiser une séquence de tests, nous économiser une partie des composants. C'est très bien. Donc, c'est très bien. La montée là sur ce projet-là, appliquons-le sur les autres. Et pareil pour les points faibles. Où est-ce qu'on a merdé? Parce que, rappelez-vous, rassurez-vous, on merde toujours. Il n'y a aucun projet. Moi, j'aime bien le personnage d'Hannibal Smith à la fin de l'agence touriste qui dit j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Ça ne marche jamais. Je n'ai jamais eu le moindre projet qui s'est passé by the book. Il y a toujours eu des choses. Donc il y a eu des points faibles. On a fait des erreurs. Bon, on va essayer de ne pas recommencer. On a oublié que le produit qu'on allait livrer, il fallait une caisse. Bah, la prochaine coup, on va commander la caisse en temps et en heure. Et plein d'autres petits sujets comme ça. Donc on essaie d'enregistrer tout ce qui s'est mal passé. Donc en pratique, c'est un tour de table, hein. Les méthodes, le BE, le projet, l'activité, le technique, l'indus. On fait le tour et on regarde bah, qu'est-ce qui s'est bien passé. Et puis on va appliquer ce qui s'est bien passé sur d'autres projets. Et puis s'il y a des mauvaises pratiques où ils sont identifiés, on va essayer de les éradiquer. Donc, tout ça, c'est une phase un petit peu de travail, de concentration avec l'équipe, d'introspection sur comment et de rétrospective aussi sur comment s'est passé le projet. Mais il y a une phase un peu plus informelle qui est de dire merci. Vous avez fait le projet. On a livré le produit au client. Alors, il est content, il n'est pas content. En général, il est quand même content au bout il a son projet. Merci. Vous êtes formellement libéré de vos obligations par rapport à ce projet. Ça finissait en général par un gâteau, quelques bouteilles de jus de fruits, quelque chose de très modeste, mais qui marquait le coup. Et pour reprendre l'exemple des mugs dont parlait Céline tout à l'heure, on a développé il n'y a pas très longtemps un logiciel. Alors, je ne suis pas chef de projet, mais j'étais membre de l'équipe projet. Et à la fin de la mise en application du logiciel, on a distribué à tous nos bêta-testeurs un mug avec le logo du projet. C'est aussi, pour finir pour libérer l'équipe, c'est aussi le moment où le chef de projet se dit telle ou telle personne dans l'équipe a bien progressé pendant le projet. Et donc là, on interface parfois un petit peu les ressources humaines avec le management en disant là, ce dessinateur-là, il a été très très bon. Gardez-le à l'esprit. Et puis pour les projets qui vont suivre, peut-être aussi nous, en tant que chef de projet, quand on a une petite latitude pour choisir avec qui on va travailler, ce qui n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver, bah, on saura vers qui il vaut mieux aller, qui vaut mieux laisser à d'autres collègues. Donc voilà, très important, finir proprement un projet. Tous mes projets ont fini par un dernier compte-rendu, et le compte-rendu finissait par un mot de ma part où je remerciais l'équipe. Après, je dispose ce compte-rendu à tout le monde. Ça ne veut pas dire que systématiquement, toutes les actions qu'on avait identifiées étaient immédiatement réalisées, mais si on avait un produit qui ressemblait à celui qu'on venait de livrer, pour lequel on avait enregistré des bonnes pratiques, des bonnes idées, ben on les prenait en compte dans les nombres d'évolution des dossiers. Voilà, je peux parler des heures, donc on va peut-être s'arrêter là. Et justement, on va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses et peut-être va-t-on revenir sur ces sujets. Donc, je vais couper le partage d'écran pour que en ligne, vous puissiez nous voir. Ce sera plus sympathique. Et on va prendre les premières questions. Alors, on va donner l'honneur à la salle.
Est-ce que vous avez déjà des questions dans la salle? Alors, Une dites-les remarque. bien fort parce que le micro, visiblement, voilà. Je vais juste une remarque par rapport à ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est un complément. Benoît assistait effectivement ou a souligné qu'il allait faire le tour le matin, c'est très important. Et aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça permet aussi à chaque membre du projet, aux équipes, d'avoir en visu le chef de projet, d'avoir confiance en lui. Et du coup, effectivement, quand il arrive une bricole, quelque chose de malencontreux, d'éviter de le mettre sous le tapis et d'avoir confiance en le chef de projet et de l'avoir clairement identifié. Ça, c'est vraiment très important. Que la relation est bien dans les deux sens. La confiance réciproque entre l'équipe et le chef de projet, c'est fondamental. Une équipe qui va commencer à planquer des trucs au chef de projet, le chef de projet ne sera pas au courant de ce qui se passe, sera un moment ou un autre en porte-à-faux, mais puis ça va mal se passer. Donc vraiment, l'important, c'est, et aussi pour le chef de projet, de ne pas cacher les difficultés. Dire aux équipes, on avait 6 mois, on n'a plus que 3 mois. Et le même budget. Ou pas tout à fait le même budget. Il faut surtout pas que le chef de projet nie les difficultés. Le projet va avoir des impondérables, des changements, des évolutions. C'est normal. Et il faut à tout prix éviter que dans l'équipe commence un sentiment de panique ou de manque de contrôle. Le chef de projet va être là pour expliquer ce qui se passe. Alors des fois, c'est pas très agréable. Donc, il faut expliquer à un membre de l'équipe qu'il ne va pas rester dans l'équipe, mais il faut le faire. Et il y a aussi quand on a un membre de l'équipe qui dysfonctionne pour une raison ou une autre, ou un conflit entre deux membres de l'équipe, il faut agir tout de suite, il ne faut pas nier. Donc à ce moment-là, il y a une vraie transparence du chef de projet par rapport à ce qu'il pense. Il va dire aux deux personnes, soit vous allez bosser ensemble et on mettra les moyens qu'il faudra pour que vous puissiez travailler ensemble, soit c'est pas possible, et à ce moment-là, on se tourne vers le management pour dire attention, là, il y a une évolution à prévoir. En complément, dans le PMI, il y a beaucoup de choses au niveau du savoir-être, autant que du savoir-faire du chef de projet. On a toute une grosse partie sur l'éthique du chef de projet, sur le niveau de transparence et de communication qu'il doit avoir vis-à-vis de l'équipe projet. Si on ne travaille pas en transparence, on ne peut pas travailler autrement qu'en transparence. Christine, est-ce qu'il y a des questions en ligne, s'il te plaît? Il y a 2 questions, mais je pense que du coup, Charles-Éric et Michel Verdun vont peut-être pouvoir reprendre la parole et les poser eux-mêmes. D'accord. Normalement, vous avez la main sur votre micro. Vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, bonjour, Michel Verdun, entendez-vous? Oui. Alors, ma question est extrêmement simple. Est-ce que nous aurons les diapositives à disposition? Vous aurez normalement le replay de ce webinaire. OK. Voilà. Même avec un petit logo si on veut citer, hein, Delphine. Il n'y a pas de... Je vous remercie. Michel. Merci. Charles-Éric. Bonsoir, j'en profite pour dire bonjour à Michel Verdun et à vous aussi à Poitiers. Ma question, c'était, merci d'abord pour votre intervention. Et justement, quand vous mettez en place comme ça des parties, enfin vous adaptez le corpus du PMI, dans vos expériences, est-ce que ça a, entre guillemets, réveillé l'entreprise? C'est-à-dire que, est-ce que ça a amené plus de conscience dans la gestion de projet? Est-ce que ça a permis, en quelque sorte, d'ouvrir une porte qui a pu, après, avoir des développements? Je dirais que ça a professionnalisé déjà un métier qui était souvent mal défini. Au final, le chef de projet, on ne savait pas trop bien ce qu'il faisait. On sait que c'était le chef, c'était lui qui discutait avec le client en direct. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? On ne sait pas, il était en réunion. Bon, admettons. On buvait du café et de temps en temps, il faisait un resto avec le client. Voilà. Là, ça a professionnalisé la profession. Non, mais. Oui, c'est une caricature pas mal. Je me souviens d'un ou deux. Non, là, ça a professionnalisé un petit peu. Ça a amené de la méthodo. Sans pour autant alourdir le système, puisqu'on est quand même souvent sur des entreprises qui sont déjà soit ISO, soit déjà équipées en procédure. L'idée, c'est pas d'en recréer des nouvelles, surtout pas, mais c'est voilà, d'avoir une certaine palette de choses qui se font, ça guide, ça donne des guidelines. Hein. Typiquement, ça permet de rien oublier. Ça aussi, hein, les trous dans la raquette, c'est souvent parce qu'on n'a pas la checklist.
Là, on a la checklist, donc voilà, c'est ce que ça a apporté en tout cas de mon point de vue. Après, la méthodologie aussi peut faire évoluer les choses. On a des méthodologies qui sont très traditionnelles. En ce moment, on parle beaucoup d'agile, d'hybride. Là, ça insuffle encore un nouveau souffle auprès des entreprises. On a des entreprises qui n'étaient pas du tout dans la gestion de projet, qui basculent directement en mode agile. Bon, c'est bien, c'est pas facile des fois. On a des entreprises qui fonctionnaient très à l'ancienne et pour lesquelles c'est parfois plus facile, parfois plus difficile. Et il y a de la conduite du changement aussi. C'est un métier encore à part, la conduite du changement. Mais voilà, c'est ce que ça a amené en tout cas de ce que j'ai vu. Juste pour compléter, ça a apporté une discipline et surtout une homogénéité de travail entre les différents chefs de projet. Quand j'ai commencé à être chef de projet, c'était en 96, on avait 5 chefs de projet qui travaillaient de façon extrêmement différente. On avait la personne très autoritaire qui décidait de tout, le gars qui connaissait déjà tout le produit et qui le concevait lui tout seul dans son coin et qui bypassait le reste de l'équipe, puis moi qui arrivais, qui ne connaissait pas grand-chose. Donc le fait qu'on ait mis en place déjà dans les années 2000, puis maintenant avec la certification, toute une démarche cadrée, ça permet d'avoir des gens qui changent d'équipe, qui passent d'une équipe à une autre, d'un chef de projet à un autre, sans perdre leurs repères, sans avoir à s'adapter à la personnalité, au fonctionnement, aux caprices ou aux colères du chef de projet. Toujours un petit peu. Mais... On garde sa personnalité, mais voilà. Le cadre est cadré en quelque sorte. Ouais. En ligne, je vois une main levée. Michel, une nouvelle question? Oui, alors, bonsoir à tous, parce que c'est vrai que j'ai embrayé direct et je ne vous ai pas salué, donc c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Moi, j'avais une question sur l'approche de présentation. Est-ce que vous avez amené ces pratiques et je dirais ce sens et ce cadre sans dire que vous l'ameniez, c'est-à-dire sans dire tout ça vient de PMI et voilà le PM Book, mais je vais vous donner un extract, parce que ça peut faire peur. Moi, je l'ai fait et je ne le recommencerai pas dans le même contexte. C'est-à-dire que ça a plutôt tendance à braquer les gens en montrant voilà l'artillerie lourde, mais attendez, on va juste utiliser la boîte à gants. Ou est-ce que vous le faites de manière plus spontanée et à la fin, vous expliquez que finalement, tout ça, ça vient du PMI? Alors, comment expliquer? Nous, quand on a introduit les premières notions de PMI, on a travaillé avec le PMI, un consultant qui a donné un coup de main au chef de projet de l'époque, et ils ont bâti une première boîte à outils qui est donc partie avec l'estampille PMI, mais très accompagnée par les chefs de projet. Et aussi pas mal accompagné par le service qualité dont je m'occupais à l'époque. Donc, on a utilisé le PMI un peu comme un garant de sérieux, mais la mise en place, la définition des outils et leur implémentation a été faite de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus liée à l'entreprise, au contexte de l'entreprise. Oui, je pense que c'est la clé, c'est justement de ne pas arriver avec le bouquin et de le poser là et dire allez, maintenant on fait tout comme le bouquin. C'est juste pas possible, hein. C'est très difficile. Hein. Je ne suis pas persuadée d'avoir vu vraiment d'entreprise qui fonctionnait à 100% sur tout ce qui était écrit. C'est un recueil, c'est un guide, on pioche dedans et voilà, c'est vraiment ce sur quoi on a appuyé aujourd'hui. Hein. On pioche dedans, on voit. Ça a un gage de sérieux, ça a un gage aussi de checklist, de rien oublier, de tout ce qui est utile et qui n'est pas de trou dans la raquette. Après, qu'il y ait le logo ou qu'il n'y ait pas le logo, ou que ça soit une sauce interne, que ça peut être aussi passé par la com interne qui refasse un petit peu les process à sa sauce. Je pense que ce n'est pas vraiment un problème à partir du moment où le projet n'est pas certifié, ne porte pas ce cachet PMI. Pas de raison de mettre des logos du référentiel absolument partout. La même retour d'expérience. Moi, je ne l'affiche plus, je le mentionne plus. C'est finalement comme j'ai la boîte à outils et puis après, je déploie le juste nécessaire en fonction des projets. Et déjà, même PMI, le fait que ce soit en anglais et tout, sur les moyennes et petites entreprises, ça effraie très rapidement.
Donc, c'est plutôt, ben voilà, on a notre expertise, on a nos connaissances et on sait justement piocher le juste nécessaire et l'adapter aux besoins réels du projet sans en rajouter, voilà, là où il n'y en a pas besoin. Pour alterner, est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Est-ce que ça donne envie? En ligne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on arrive au terme. Il n'y en a pas, mais voilà, il est 19h32. Voilà. Donc, si le partage d'écran a bien refonctionné, c'est bon? Parfait. Je vais donc vous remercier pour votre participation, remercier nos conférenciers pour leur partage d'expérience, remercier une nouvelle fois le CNAM Nouvelle-Aquitaine pour leur accueil. Vous pouvez retrouver nos prochains webinaires sur la page PMI France. Et pour les certifiés donc PMI, vous pouvez noter le code PDU qui s'affiche à l'écran. Et si vous le pouvez, s'il vous plaît, merci de remplir l'enquête de satisfaction grâce au QR code que vous pouvez flasher sur l'écran. Ou Christine, merci également de mettre le lien dans le chat pour les participants qui sont en ligne. C'est déjà fait. Super, merci beaucoup. Donc, nous vous remercions encore une fois et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Merci. Et il y a une question supplémentaire que tu pourras peut-être répondre. Allez, on la prend. On coupera peut-être. Vas-y, dis-moi, quelle est la question? Donc, Charles-Éric dit, quel est le découpage que vous préférez? Les 49 processus du PMBOK 6, les valeurs et principes du PMBOK 7, vos points chauds évoqués pendant cette conférence. Moi, j'ai bien le 6 parce que je ne suis pas encore à jour du 7. Ça m'arrange. On y travaille sur la version 7. Merci à tous. On coupe le partage et on vous souhaite une bonne soirée. Merci, super conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup.